cette crise a été un vrai bouleversement pour l'ensemble de nos établissements de santé français, hein, quels qu'ils soient du public ou du privé, puisque nous avons vu arriver, en fait, on attendait en fait un vrai tsunami, hein, on a vu arriver une crise qui petit à petit arrivait. On se disait ça va nous arriver, mais quand on l'a vu vraiment arriver en Italie, on s'est dit c'est quand même une crise qui est importante. Et on est passé rapidement à une pandémie. Et ce qui s'est d'abord passé dans le Grand Est nous a tous beaucoup interpellés, puisqu'on s'était dit, on s'est vraiment tous dit qu'il fallait qu'on soit prêt le plus vite possible pour pouvoir accueillir les patients. Et on s'est très vite rendu compte en fait qu'il fallait qu'on ait des places en réanimation. Parce que c'est une pathologie qui pouvait nous surprendre et rapidement surprendre les patients et ils allaient se retrouver en réanimation. Nous, dans le Nord, dans les Hauts-de-France, notre région a été découpée en deux parties, on dira. Le sud, relativement proche de l'Île-de-France, a été particulièrement atteint. Les services de réanimation ont également été rapidement débordés. Sur la partie plutôt nord des Hauts-de-France, on a réussi à réguler assez bien, je dirais. Ça n'empêche qu'on a eu aussi beaucoup de décès liés au Covid. On a régulé quand même et les places en réa ont toujours été, il nous est resté quand même des disponibilités. Aujourd'hui, on est dans une période où on est juste après la fin du confinement. Donc, on est aussi dans une période où on attend, on a gardé des lits disponibles pour hospitaliser des patients qui pourraient être atteints aujourd'hui de Covid. Mais on est aussi dans une période où tous nos établissements, il faut absolument qu'on reprenne notre activité parce qu'on s'est bien rendu compte en fait dans cette pandémie que les patients qui n'avaient pas de Covid ne venaient plus nous voir. Et ceux qui viennent aujourd'hui, qui en général sont quand même en moins bon état, parce qu'ils n'ont pas consulté peut-être suffisamment vite, même si on avait mis en place des téléconsultations ou autres moyens en fait pour garder le contact avec nos filières et nos patients. Le grand défi, je dirais, par rapport à cette pandémie, c'est d'abord, on ne connaissait pas grand-chose. On a regardé beaucoup de publications qui commençaient à venir, et donc notamment de l'Asie, des pays et de la Chine plus particulièrement. Mais on ne connaissait pas grand-chose de la physiopathologie, du mode de propagation, du mode d'immunisation, même des thérapeutiques. Donc, tout a été particulièrement nouveau. Donc, il fallait absolument qu'on s'informe donc des experts, les infectiologues qui jouaient un rôle important, mais aussi tous ceux qui étaient autour des équipes d'hygiène, parce que c'était des plans blancs et tout ce qu'on a déjà mis en place pour toutes les pandémies autres sont différentes. Donc, ce qui a été, je dirais, assez important sur cette crise-là, c'est de ne pas céder et de pouvoir identifier les fake news. On avait énormément d'informations, on ne savait pas forcément d'où elles venaient, on ne savait pas forcément si elles étaient justes, sécurisées ou autres. On avait aussi tout un système journalistique autour de tout ça qui amplifiait certainement beaucoup le regard de chacun sur un aspect médical. Et on s'est retrouvé avec beaucoup d'experts sur les choses alors qu'ils n'y connaissaient rien au départ. On s'est partagé, donc on a fait chez nous, mais je pense qu'en général c'est dans tous les établissements. À chaque fois, on a des cellules de crise, on a des experts dans différents domaines. On avait donc les pneumologues essentiellement étaient en première ligne, mais on avait aussi des gériatres parce qu'il y avait atteinte de beaucoup de patients âgés, les infectiologues, les réanimateurs. Donc, qui, eux, allaient regarder dans leurs publications scientifiques
pour lesquels ils avaient l'habitude de s'informer. Donc, notamment avec l'accès à Clinical Key, ça a été grandement facilité parce que vous nous avez un peu simplifié la tâche puisque vous alliez chercher l'information scientifique validée. Et du coup, ce que l'on faisait, c'était dans ces moments dans ces cellules de crise, c'est un point scientifique et un point sur les différentes avancées des connaissances, aussi bien de physiopathologie que de thérapeutique. Et pour donner un autre exemple, au moment où on a beaucoup parlé de l'hydroxychloroquine, on a organisé, donc nous en interne au sein de notre établissement, un comité scientifique donc, qui ont réuni les différents acteurs dont je viens de parler pour qu'on puisse regarder ensemble. On a analysé la littérature et regardé en fait quelles allaient être notre décision par rapport à oui ou non on administre à nos patients en réanimation le traitement. Alors, c'est une vaste question. Je crois qu'en France, on a encore des progrès à faire dans tous les systèmes d'information. Tous les établissements ne sont pas au même niveau. Il y en a qui sont particulièrement bien informatisés, d'autres qui ne le sont pas. Et après, effectivement, entre les systèmes d'information, il n'y a pas toujours d'interopérabilité. Donc ça, c'est, je pense, un souci majeur. On s'est rendu compte aussi que là, dans la reprise d'activité, il est important de certainement faciliter plutôt l'accès des patients dans nos hôpitaux. Et aujourd'hui, on travaille énormément sur tout ce qui est des systèmes de pré-admission des patients. Qui n'étaient pas mis en place partout et particulièrement dans notre hôpital. On avait du mal avec notre DPI à le mettre en place. Le deuxième point, donc ça je pense que chacun a dû, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est tout le développement de la téléconsultation qui a eu un rôle majeur au moment de cette crise pour pouvoir garder le contact avec nos patients et voir s'ils ne se dégradaient pas, et puis qu'on puisse les suivre. Alors, le petit bémol à ça, c'est que c'est super, on a réussi à se servir, à accélérer en fait la mise en place des téléconsultations, mais je crois qu'on a oublié parfois peut-être un petit peu le RGPD, parce qu'on a dû aller vite. Et je crois que voilà, les lettres d'information, par exemple, je ne suis pas sûre qu'elles aient suivi partout, et il y aura des choses qu'on aura à revoir après avec tout ça. Pour améliorer les prises de décision ultérieurement, le lien avec les ARS doit être primordial. Et les ARS doivent jouer un rôle moteur. Je crois que pour cette crise-ci, on a certainement été un peu pris de court et les ARS n'ont pas été suffisamment force de proposition, ou peut-être pas toutes. Les ARS fonctionnent à des niveaux différents. Donc ça, je pense que renforcer leur rôle et leur rôle décisionnaire est important. La relation, le deuxième point à tirer de cette crise, c'est que il faut s'appuyer sur toutes les forces en présence, c'est-à-dire les établissements publics, mais aussi les établissements privés non lucratifs et les privés lucratifs. On a vu dans la crise qu'il y avait des déficits en place en réanimation. On aurait peut-être pu consulter davantage tout le secteur privé pour aider le public. Et le troisième point, c'est que rapidement, donc, on a dû, au sein des hôpitaux, déprogrammer pour faire de la place en fait pour les patients Covid. Peut-être on l'a fait un peu trop pour le secteur de l'hospitalisation,
parce que justement, je crois que notre deuxième vague, c'est vraiment les patients non atteints de Covid et qui seront certainement des victimes un petit peu collatérales de cette crise sanitaire. Donc, on a peut-être déprogrammé un peu trop et on n'a pas laissé suffisamment de place aux médecins traitants, à la ville, peut-être à ces nouveaux centres de santé qui sont en train de se construire, les CPTS, les PTA et autres, ont rapidement, en fait, on les a pas pris en compte suffisamment tôt. Donc, ils reviennent certainement un peu là maintenant en post-crise, non, on ne va pas dire en post-crise, après déconfinement plutôt, parce qu'ils vont revoir les patients, mais je crois qu'on aurait pu faire mieux. Cette pandémie, très rapidement, en fait, l'ensemble des équipes médicales et paramédicales, dans une intelligence collective, nous avons déprogrammé l'ensemble des interventions, en fait, des interventions et des prises en charge des patients à l'hôpital. Ça a été une formidable dynamique et je pense que chacun peut le reconnaître dans les actions qu'ils ont menées. L'accueil des patients donc a été un point fort, un point marquant. Aujourd'hui, on est à la période de la fin du confinement. Et donc, par rapport aux patients Covid, on a gardé des secteurs d'hospitalisation Covid pour pouvoir les accueillir. Il y a des places en réanimation. Mais il y a surtout donc l'organisation des hôpitaux, l'ensemble des hôpitaux publics, privés, lucratifs et non lucratifs, pour accueillir les patients non Covid qui sont restés chez eux pendant tout le temps du confinement et qui ne sont pas venus consulter quelques téléconsultations et qui sont peut-être aggravées. Dans les hôpitaux, donc, on a une grande démarche qui est très complexe en fait, hein, suite à une pandémie comme ça où tout le monde est un peu fatigué. C'est complexe parce que il faut faire des circuits propres, que le patient puisse venir en confiance, qu'on sache, par exemple, qu'on ait pu faire une préadmission, qu'à l'admission, il ait un questionnaire, que si jamais il vient pour une opération, s'il a des signes particuliers, qu'on puisse lui faire des dépistages, par exemple lui faire des PCR, qu'au bloc, toutes les mesures soient prises d'hygiène pour qu'il n'y ait pas d'infection nosocomiale, en hospitalisation aussi. Et donc ça, ce sont toutes des organisations un peu particulières qu'on est en train de mettre en place pour accueillir tout le monde et on espère en fait que ces mesures, on continuera à les conserver longtemps et parce qu'on sent que le Covid, on en aura quand même encore un peu longtemps et que pour l'accueil de tous les patients, toutes ces règles d'hygiène sont importantes.